c'est pas mal. Avec le micro, c'est un peu mieux, vous m'entendrez mieux. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour notre séquence innovation. On va parler aujourd'hui de la maîtrise de la diversification des plantes cultivées et on va voir ça avec mon invité que je vais vous présenter tout de suite. Avec un micro, ça sera mieux, hein, faites pas comme moi, on vous entendra mieux. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes Ambrogio Costanzo, je le dis avec l'accent, coordinateur pôle végétal et biodiversité cultivée à l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, l'ITAB. Alors, déjà, première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre travail, en quoi ça consiste de diversifier justement cette maîtrise de la diversification des plantes et à quoi ça sert? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, le pôle végétal et biodiversité cultivée à l'ITAB s'occupe à la fois des systèmes de culture, donc de l'agronomie et de la sélection des semences. C'est des choses qui sont très liées. Pour ce qui concerne la sélection, disons qu'on a un peu deux écoles de pensée dans le monde de la sélection dès qu'on fasse une agriculture durable. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver une plante qui soit à la fois résistante à tout ce qui est dérèglement climatique, donc aux nouvelles conditions, qui puisse assurer un bon rendement, c'est ça? Et vous rajoutez à tout cela le fait qu'on travaille principalement dans les systèmes bio et dans les systèmes agroécologiques, donc à tous les changements climatiques, l'imprévisibilité. Il faut rajouter aussi le fait qu'on enlève les intrants chimiques. Oui. Donc là, c'est les intrants, imaginez, c'est des leviers qu'on a à disposition pour faire face aux imprévus, effectivement. Si on n'a pas de levier, la composante imprévisible des changements devient très difficile à maîtriser, effectivement. Donc c'est pour ça, comme je disais, il y a effectivement deux écoles de pensée. Si je fais une en résumant un peu, c'est une hypersimplification, mais parfois c'est utile de voir un peu l'orientation des choses. D'un côté, on peut chercher la plante parfaite qui peut résister, faire face à toutes les contraintes. Mais là, on se heurte en fait au fait que c'est tellement imprévisible que c'est effectivement un mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Et une autre école de pensée essaie de s'appuyer sur la diversité des plantes cultivées, effectivement, pour faire face à ces changements et améliorer la résilience et la robustesse des cultures. Et alors, comment ça se passe? Comment on choisit? Enfin, comment vous travaillez là-dessus, sur cette diversité? Alors, là, c'est utile de rappeler que pour la durabilité et la robustesse des cultures, il y a deux principes fondamentaux, tous les deux très liés à la diversité des plantes. Donc, en premier lieu, il faut assurer que les cultures, ce qu'on cultive, soient adaptés aux conditions de production à une échelle très fine. Nous, on est habitué à dire les variétés adaptées au sud, les variétés adaptées au nord. Si on passe vers l'agroécologie, l'agriculture biologique, ce n'est pas suffisant. C'est d'être très fin au niveau du grand système et tout ça. Et pour ça, il faut une grande diversité dans laquelle choisir, dans laquelle pouvoir trouver les plantes qui sont adaptées à mon champ, effectivement. Deuxième principe, il faut que dans les cultures, il y ait des mécanismes de compensation. Donc que si une partie des plantes de ma culture périssent, il y en a d'autres qui puissent assurer la production. Prendre le relais, en fait. Prendre le relais. Pour ça, on peut avoir des mélanges, mais on peut aller plus loin. On peut avoir aussi des cultures qui sont diversifiées, qu'on peut multiplier et qui, grâce à leur diversité, peuvent s'adapter progressivement à mon champ, effectivement. Et comment on arrive à ces semences-là, alors? Comment on arrive à ces semences? Disons que comment on arrive à toutes semences cultivées, il y a trois étapes. On génère de la diversité, on va la chercher. On va la chercher et on la produit. On sélectionne dans cette diversité et après on évalue. Donc on produit aussi l'information qui nous permet de choisir. Ce que je disais, c'est un peu un monde idéal, mais dans la pratique, on peut faire quelque chose. Moi, dans notre travail, on essaie de partir de la fin au lieu de partir du début. C'est plus facile et c'est plus efficace. Déjà dans l'évaluation des variétés, comment on produit l'information qui nous permet de choisir, on peut faire les essais que tout le monde connaît, qui produit le criblage, comme on l'appelle, des essais techniques où on produit des références. Pour vérifier qu'elles sont bien résistantes, qu'elles font ce qu'on veut. Et après, on a une sorte de liste où on peut choisir ce qui... Mais après, on peut coupler à ce criblage des expériences avec les agriculteurs, des expériences avec les consommateurs, des informations qualitatives, quantitatives,
qui nous permettent effectivement de commencer d'avoir plus d'informations pour choisir et aussi de mieux comprendre quels sont nos objectifs et ce qu'on cherche, parce que ce n'est pas gagné de savoir vraiment ce dont on a besoin. Parce que les consommateurs ou les agriculteurs peuvent vraiment vous faire part de besoins ou d'envies, vous avez dit en termes de goût, mais aussi de qualité, ou peut-être pour les agriculteurs de rendement ou des choses comme ça. Tout à fait. Et par exemple, si on a un essai de variétés, ça peut être aussi une plateforme pour discuter, parce que une chose, c'est imaginer de quoi on pourrait avoir besoin. Une chose, c'est vraiment d'apprendre ce qu'il y a à disposition et de comprendre encore mieux et plus précisément ce dont on a besoin. Après, on peut remonter, on peut sélectionner de façon différente. Après, on peut remonter et aller chercher de la diversité et faire tout ça avec une approche plus circulaire et participative peut être non seulement plus éthique, mais aussi beaucoup plus efficace. En gros, vous avez un espèce de cahier des charges que vous allez chercher et vous essayez de le respecter en remontant, comme vous dites, pour chercher cette diversité, quoi. Oui, disons que c'est un cahier des charges aussi de dialogue, de circularité, de faire en sorte que la remontée des besoins et la vérification de ce qu'on a soit toujours remise en question et pas fixée, pas linéaire. Pas bloqué. Pas bloqué. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets justement de besoins que vous avez réussi à faire remonter via ce dialogue dont vous parlez? Et puis concrètement, à quoi vous en êtes arrivé? Bon, un exemple sur les besoins, ça peut être par exemple dans l'agriculture biologique, la résistance et la capacité des plantes à pousser dans un contexte avec les adventices. D'accord. Donc là, par exemple, il faut aller chez les agriculteurs dans les champs pour vérifier que la résistance aux adventices fonctionne effectivement, parce que dans les microparcelles, on ne peut pas forcément voir ça. Donc vous allez directement in situ expérimenter dans le champ des agriculteurs. Oui, par exemple, à l'échelle de champ, et les agriculteurs le font naturellement et on veut simplement valoriser ce qu'ils font. Ce n'est pas nous qui le faisons, vous voyez, on essaie de créer des liens. Et ça peut durer longtemps du coup, ça dure des moments de culture, enfin ça dure plusieurs mois, plusieurs... Oui, non, un essai de variété, globalement, ça suit le cycle de la culture. Donc si c'est du blé, c'est 9 mois. Si c'est ça. Donc, après, en fonction des cultures, on adapte le protocole de façon différente. Après, on peut aller avec le consommateur aussi. On a des applis très simples. Et parfois, on a vu que si on a un grand nombre de personnes qui donnent de l'information, parfois c'est plus efficace de demander aux gens de noter de 1 à 5 l'appréciation globale d'un produit ou d'une plante que d'aller chercher, mesurer. D'accord. Voilà, donc c'est eux qui donnent le là, c'est eux qui donnent un petit peu Exactement. Diversité des plantes, diversité des personnes, des êtres humains aussi, c'est un peu... Et vous avez d'autres exemples concrets comme ça sur des produits, exemple, disons, de l'autre bout. Donc, oui, j'imagine qu'il y a beaucoup. De diversité, on est impliqué dans un projet qui s'appelle Cousine et il va s'occuper des cousins des plantes cultivées, donc des espèces sauvages. Et dans ce projet, dont les activités vont démarrer surtout l'année prochaine, on essaie de faire le lien entre des collectifs d'agriculteurs et des sélectionneurs qui ont commencé effectivement à essayer de valoriser ces plantes sauvages qui sont apparentées aux cultures. Un exemple qui m'a particulièrement marqué, c'est dans les légumineuses. Vous voyez, les légumineuses sont stratégiques pour la transition agroécologique. Bien sûr. Mais elles sont aussi difficiles à cultiver parce qu'elles sont exposées aux maladies, aux parasites. Et il y a par exemple une plante qui s'appelle le rebranche parasite qui, dans la Méditerranée, fait ravage des cultures de pois. Et la plante n'a pas de résistance de pois. Mais les pois sauvages, si. Et donc, ces sélectionneurs, avec des tout simples croisements et un peu de patience, ont réussi à obtenir des populations de pois qui est les caractéristiques des sauvages. Exactement. Reste à voir dans les années qui viendront, si on arrive effectivement à dire comment on va adapter ces populations avec cette caractéristique et faire en sorte qu'elles soient aussi adaptées à tous les champs. À tous les champs et à tout ce qu'on fait, la façon dont on le fait actuellement. Et voilà que ouvrir la sélection, la démultiplier dans les champs des agriculteurs ou impliquer les agriculteurs dans le processus de sélection pourra permettre d'être plus efficace et accélérer cette adaptation dont on a vraiment besoin si on veut une agriculture durable.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était super intéressant et c'est marrant de voir que c'est à travers le dialogue, à travers cette remontée d'informations, que ce soit des agriculteurs ou des consommateurs, qu'on arrive à avoir des semences qui sont plus résistantes et qui s'adaptent mieux à notre dérèglement climatique, à nos conditions météorologiques. Merci beaucoup et on se retrouve demain pour une nouvelle séquence innovation.